Enrichissez-vous, le mot d'ordre est lancé au début des années 1980 par Deng Xiaoping. En quelques années, la Chine a pris en marche le train de la mondialisation en s'ouvrant aux capitaux étrangers. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape les souris, dit Deng Xiaoping aux nostalgiques du système collectiviste. En 20 ans, le PIB par habitant a quintuplé. Partout, on voit des grues, des camions, des néons, on érige des immeubles, on ouvre des centres commerciaux, on agrandit les routes, on restaure les monuments. L'objectif est de supplanter le Japon, puis d'égaler les États-Unis. C'est l'ère de l'économie de marché socialiste, terme inventé par le gouvernement, pour rappeler que le pays a revêtu des habits neufs, mais reste sous contrôle étroit du parti. La nouvelle équipe dirigeante, autour de Hu Jintao, se déclare déterminée à aller très loin dans les transformations économiques du pays, à rompre avec les derniers piliers du socialisme, et notamment à contraindre le mammouth du secteur public à s'amaigrir et à participer à l'économie de marché. La Chine est devenue la 4e puissance commerciale au monde. Elle joue sur son atout principal, l'abondance de main-d'œuvre. Elle importe des biens d'équipement, embauche des experts occidentaux et exporte des biens manufacturiers. En clair, elle vend sa force de travail tout en opérant un transfert technologique qui doit lui permettre à terme de s'affranchir de la matière grise étrangère. Les premières fondations de la ville datent d'environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle se développa en tant que comptoir marchand frontalier avec les Mongols, les Coréens et plusieurs tribus du Shandong et de la Chine centrale. À l'époque des royaumes combattants, elle s'affirma comme la capitale du royaume de Yan. La ville subit un certain nombre de modifications sous ses nouveaux maîtres, notamment les Khitan d'origine mongole et les tribus mandchoues Jurchen. Paradoxalement, l'histoire de Beijing débute vraiment en 1215, quand Gengis Khan réduisit la ville en cendres et massacra ses habitants. Elle prend le nom de Khanbalik, la ville du crâne, et en 1260, Kubilai, le petit-fils de Gengis Khan, décide de construire sa capitale sur l'axe précis du Pékin d'aujourd'hui. La ville se construit suivant la technique chinoise des emboîtements, une ville extérieure pour l'aristocratie entourant la ville impériale, cette dernière abritant les bâtiments publics, les offices du gouvernement, les propriétés de la haute noblesse. Enfin, au milieu de tout ça, le palais impérial. Plan en damier quadrillé par un lacis de ruelles, les Hutong, dont nombre de rues pékinoises d'aujourd'hui sont originaires. En 1368, les Ming liquident l'empire mongol, mais ce n'est qu'en 1421 que l'empereur Yongle y installe sa capitale, Beijing, la capitale du Nord. De nombreux édifices historiques, dont la cité interdite et le temple du ciel, furent construits sous son règne. Vinrent ensuite les Mandchous, qui envahirent le pays et fondèrent la dynastie Qing. Ces empereurs, en particulier Kangxi et Qianlong, agrandirent et rénovèrent Beijing et firent édifier des palais d'été, des pagodes et des temples. Durant les 120 dernières années de la dynastie Qing, Beijing et l'ensemble de la Chine souffrirent des luttes de pouvoir, des invasions et du chaos qui en résulta. La liste est longue. Les troupes anglo-françaises qui, en 1860, provoquèrent l'incendie du vieux palais d'été, le règne corrompu de l'impératrice douairière Cixi, les Boxers, le général Yuan Shikai, les seigneurs de la guerre, l'occupation japonaise en 1937 et le Kuomintang. En janvier 1949, Beijing changea encore de main avec l'entrée de l'armée de libération populaire. Le 1er octobre de la même année, Mao proclama l'instauration de la République populaire. Le canard laqué est la spécialité pékinoise par excellence. Le canard est d'abord engraissé au grain et au soja, puis on perce un petit trou sous l'aisselle de la bête, et à l'aide d'un petit tube, on insuffle de l'air entre la peau et la chair pour les séparer. On ébouillante alors le tout d'eau chaude, puis on badigeonne la peau d'une sauce au miel coupée de vin de riz, de soja et d'eau. Avant de rôtir, le canard est à moitié empli d'eau bouillante. La peau est ainsi saisie par la chaleur du feu et la chair cuite de l'intérieur par la vaporisation de l'eau bouillante. Avant d'être découpé, le canard est présenté entier aux convives. Le cuisinier illustrera une dernière fois son talent par tout un art du couteau. Les aisselles, les pattes et tous les bas morceaux de la bête se mangent en entrée froide, puis la peau croustillante et les lamelles de viande sont servies, accompagnées d'une crêpe de blé. On y roule les morceaux de canard après y avoir déposé quelques brins de ciboule et les avoir trempés dans une sauce de soja épaisse et sucrée.
perfection de l'architecture Ming, le Temple du Ciel symbolise aujourd'hui Pékin. Il s'étale partout, sur les dépliants touristiques et sur les étiquettes d'innombrables produits, du cône du tigre aux accessoires de plomberie. Il se situe dans les 267 hectares du parc Tiantan, doté de 4 portes aux 4 points cardinaux et bordé de murs au nord et à l'est. Le Fils du Ciel, l'empereur, y célébrait autrefois des rites solennels destinés à favoriser les moissons, à obtenir la clémence divine et à prendre sur lui les péchés du peuple. Les temples, vus en perspective aérienne, sont ronds sur des bases carrées, reflétant l'ancienne croyance chinoise selon laquelle le ciel est rond et la terre carrée. De même, l'extrémité nord du parc est semi-circulaire et l'extrémité sud carrée. Voilà, ça fait partie du Temple of Heaven, mais c'est tout en réflexion. Édifié en 1530 et reconstruit en 1740, l'autel circulaire de 5 mètres de haut comporte 3 terrasses de marbre blanc superposées, dont la construction géométrique repose sur le chiffre impérial 9. La terrasse supérieure, symbolisant le ciel, comprend 9 cercles de dalles de pierre, chacun composé de multiples de 9, si bien que le dernier cercle comprend 81 dalles. Le nombre des marches et des balustrades est également un multiple de 9. Le mur de l'écho, un enclos circulaire de 65 mètres de diamètre, entoure la voûte céleste impériale. Les gens s'amusent. La voûte céleste impériale, un bâtiment octogonal, fut érigée à la même époque que l'autel circulaire. Édifice majeur de ce complexe, le temple de la prière pour de bonnes moissons est une magnifique structure érigée sur 3 terrasses de marbre superposées. Les colonnes de bois de ce chef-d'œuvre de 38 mètres de haut et de 30 mètres de diamètre supportent le plafond sans clous ni ciment. The Heavenly Stone. Au fond, c'est le Temple du Ciel. Un des pavillons.
Cette vaste chaussée déserte au cœur de Beijing est une création de Mao. Durant la Révolution culturelle, le grand timonier, arborant le brassard des gardes rouges, passait en revue des défilés qui rassemblaient jusqu'à 1 million de personnes. Dans la queue. Alors la queue se forme ici pour aller au mausolée de Mao. Ici c'est la porte Tiananmen. Et puis ils font le tour là-bas et on va les reprendre de l'autre côté. Alors ça c'est Woman. Et maintenant on va aller à Changyangmen. Alors là je suis à Tiananmen. Et une vue plus lointaine sur le mausolée de Mao Tse-tung. Et la queue qui rejoint ici pour le mausolée de Mao Tse-tung. En 1976, 1 million de citoyens envahirent la place pour rendre un dernier hommage à Mao. Le 1er octobre est l'anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Les gens ont une semaine de congé. Entrée principale du mausolée. Je récupère les bouteilles d'eau. One word, one dream. Elle mesure 1 km de long. L'entrée sud se fait par la porte Tiananmen, porte de la paix céleste. On franchit d'abord la rivière aux eaux d'or par 5 ponts de marbre. De là, on a accès aux avant-cours de la cité interdite. Après le passage de la porte Duanmen, on arrive à la Woman, porte du méridien ou du midi, majestueuse avec ses 100 mètres de large. C'est de là que l'empereur présidait les parades militaires et annonçait le nouveau calendrier. La porte de l'harmonie suprême est particulièrement impressionnante avec son immense esplanade devant, traversée par la rivière aux eaux d'or. Son cours imite ici la forme d'un arc dont les 5 ponts en seraient les flèches. 2 lions de bronze de l'époque Ming protègent la porte. À gauche, l'animal a un lionceau sous la patte, symbole de l'amour, c'est la femelle. À droite, un globe, symbole de puissance, c'est le mâle. Au centre, une longue dalle de marbre sculptée de dragons, symbole de l'empereur, au-dessus de laquelle passait le palanquin impérial. On est venu de cette porte là-bas. Voilà donc l'intérieur. Le palais de l'harmonie suprême précédait là aussi d'une immense cour capable de contenir près de 100 000 personnes lors des grandes cérémonies.
On a accès par une succession de terrasses aux rambardes de marbre sculptées de toute beauté. Devant trône la tortue à tête de dragon, symbole de la longévité, voire d'immortalité, et la grue, longévité des femmes. À l'intérieur de ce palais se déroulaient les plus importantes cérémonies de l'Empire. Le nouvel an lunaire, le solstice d'hiver, les mariages et grands anniversaires de l'empereur, la fête des naissances impériales, etc. Le palais de l'harmonie du milieu, le plus petit des trois, avec là encore de magnifiques terrasses de marbre. L'empereur s'y arrêtait pour méditer avant les grandes cérémonies, préparer ses discours, revoir les textes des prières, recevoir ses ministres. Le palais de l'harmonie préservé était utilisé pour les grands banquets. L'empereur y recevait aussi les ambassadeurs et les princes vassaux et y faisait passer lui-même l'ultime épreuve des grands concours impériaux de recrutement de fonctionnaires. Une de ces merveilles est la dalle en marbre sculptée de 9 dragons avec une perle dans la bouche, se baladant dans un tourbillon de nuages, de vagues ondoyantes et de précipices. Longue de près de 17 mètres, elle pèse 250 tonnes et son acheminement fut homérique. Passons maintenant dans la cour intérieure. C'était l'espace privé de la cité, là où vivait l'empereur. Là encore se succèdent de grands chaudrons le long du mur, destinés à stocker l'eau en cas d'incendie, hantise des officiels du palais. Le palais de la pureté céleste. C'était là qu'étaient exposés les cercueils des empereurs défunts avant les obsèques. Donc là, c'est les chambres. Le palais de l'Union, longtemps salle du trône de l'impératrice jusqu'au règne de Qianlong. L'impératrice y recevait à l'occasion du nouvel an lunaire et de son anniversaire. Puis, en 1748, Qianlong y déposa les 25 cachets symbolisant le pouvoir impérial. Le flacon décoré de phénix, symbole de l'impératrice. Ça va? Ça va. Bon. Là se trouve la chambre à coucher de l'impératrice sous les Ming. Puis, chambre nuptiale des empereurs, peinte en rouge, couleur de l'union conjugale. De là, on accède aux jardins impériaux. Les jardins impériaux où l'on découvre tout l'art du jardin chinois. Un arbre tout à fait particulier. Au centre, le pavillon de la tranquillité impériale de style taoïste, dédié au culte taoïste du génie de l'eau, supposé protéger le palais des incendies. À l'est, une petite colline artificielle, seul élément cassant la symétrie du palais, surmontée du pavillon de la vue impériale, où l'empereur et sa famille se rendaient le jour de la fête du 7e jour du 7e mois lunaire. C'est l'un des rares endroits du palais autorisant une vision sur l'extérieur. À l'ouest du jardin, on découvre encore quelques pavillons et petits palais dignes d'intérêt. Ils abritaient généralement les résidences des épouses et concubines. La porte de la vérité pure, Sissi fit jeter sa rivale dans le puits proche de la porte.
C'est un dédale à l'intérieur. C'est Changqimen, Hanzi. La cité interdite, ainsi nommée car pendant 5 siècles, rares furent ceux qui purent y pénétrer, est le plus gigantesque et le mieux préservé des ensembles architecturaux chinois. Elle servit de résidence à 2 dynasties impériales, les Ming et les Qing. Les autorités actuelles insistent pour l'appeler le musée du palais, ou Gong. Il y a 2 siècles, on aurait payé de sa vie l'entrée dans la cité interdite. La construction de la cité, entreprise entre 1406 et 1420 par l'empereur Yongle, exigea 1 million d'ouvriers, une véritable armée. Les empereurs dirigeaient la Chine depuis ce palais, souvent de manière chaotique, car ils avaient tendance à perdre tout contact avec la réalité dans cet univers clos et à laisser le pouvoir aux mains des eunuques de la cour. Les édifices visibles aujourd'hui datent pour la plupart du XVIIIe siècle, comme quantité de bâtiments historiques de la capitale. Le palais était fréquemment la proie de flammes. Une fête des lanternes, combinée au vent du désert de Gobi, ou des feux d'artifice, suffisait à allumer un incendie. En 1644, les Mandchous réduisirent le palais en cendres, ainsi que les livres rares, les peintures et les calligraphies qu'il abritait. Au cours du XXe siècle, le palais fut pillé à 2 reprises, par les troupes japonaises puis par le Kuomintang, qui, à la veille de la prise du pouvoir par les communistes en 1949, emporta des milliers d'objets précieux à Taïwan. Des instruments de musique. Enfin, la porte du génie militaire, porte nord de la cité interdite, donne accès à la colline de Charbon. C'est là qu'entraient les généraux lorsqu'ils étaient convoqués par l'empereur. La colline de Charbon, dans Jingshan Park, se trouve au nord dans le prolongement de la cité interdite. C'est une colline artificielle de 108 mètres, élevée avec l'apport de la terre du creusement des douves et des lacs pékinois. Sa forme, la symétrie de ses édifices, répondait aux principes classiques de la géomancie. Elle était censée protéger la cité des mauvais esprits venant du nord. À l'époque, seul l'empereur avait le droit de s'y promener. Du sommet, on jouit d'un panorama magnifique sur la capitale et sur les toitures mordorées de la cité interdite. C'est le quartier des lacs derrière. Là, je suis toujours en haut, mais derrière, on a une vue sur toute une partie très moderne. Et ça, c'est l'entrée nord. Le parc de la mer du Nord, Peihai Kongyuan,
renferme essentiellement le lac de la mer du Nord, s'étendant sur 68 hectares. L'île de Jade, émergeant au milieu du lac, se compose de la terre issue des excavations nécessaires à la création du lac. Au sommet de l'île de Jade se dresse le Dagoba blanc, un pavillon de 36 mètres de haut, érigé en 1651 pour la première visite du Dalai Lama et reconstruit en 1741. Au nord du lac se trouve le superbe mur aux 9 dragons, mur écran construit par Yongle en 1417.
你个手拿着，你个手拿着这儿，这手。Au nord du lac Beihai, 3 petits lacs sont propices à la rencontre avec des pans entiers du vieux Pékin. Le lac Xianhai. Ah, Faguo. Faguo is France country and China is a very good country. Yes, very nice. Okay. J'habite ici depuis 4 générations, il dit. Donc là, c'est la cour avec les chambres de chaque côté. Et de l'autre côté, là-bas, exposé au plein sud, le salon au fond. Donc voilà la Moon Gate par laquelle je suis entré. Près du pont Yingding se trouve un coin délicieux à l'atmosphère authentique, avec ses nombreuses vieilles échoppes et son animation populaire. Les Hutong, ruelles, traversent Beijing d'est en ouest, créant un enchevêtrement de venelles bordées de maisons basses. Ces quartiers d'habitation, dont certains remontent à plus de 700 ans, s'organisent autour de demeures à cours carrés, les Siheyuan, mais ceux qui y demeurent dédaignent ces immeubles modernes.
regrettant la perte d'une précieuse vie en communauté. Les cours carrées s'ouvrent derrière d'épaisses portes rouges, souvent gardées par 2 lions chinois ou des pierres tambours, pierres circulaires posées sur un socle et surmontées parfois d'un lion miniature ou d'une tête de dragon. L'abondance de détails témoigne du niveau social des habitants. Beaucoup demeurent habités et bruissent encore d'activité. Les hommes se rassemblent devant les portes pour boire une bière, jouer aux échecs, fumer et chiquer. Les lacs Huhai et Sihai prolongent le lac Tianhai. Leurs rives et les quartiers alentours valent leur pesant de Hutong. Ce sont des plans d'eau artificiels construits sous la dynastie des Yuan au XIVe siècle. Les ruelles proposent de belles demeures sur l'itinéraire, comme par exemple la résidence de Guo Moruo ou même celle de Song Qingling, qui fut construite pour la veuve de Sun Yat-sen par le nouveau gouvernement en 1949. Tout cet ensemble, depuis le parc Beihai, forme la ville tartare. Aiguilles d'acupuncture, biorhythme énergétique, souffles vitaux, la médecine chinoise paraît tellement différente de la nôtre qu'en Occident elle est soit encensée, soit complètement dénigrée. Pourtant c'est un système éprouvé et amélioré depuis des millénaires. En Chine, elle cohabite avec la médecine occidentale dans les hôpitaux et les deux sont parfois utilisés simultanément. Médecine empirique, basée sur l'expérience pratique et l'observation, la MTC se rattache directement à la conception holistique de la nature et de ses phénomènes. Il s'agit de soigner le malade plutôt que de combattre la maladie et le traitement dépend des caractéristiques de chaque patient. Le corps humain n'est pas considéré comme une machine, mais comme un ensemble de forces en correspondance directe avec l'environnement, les saisons et le mode de vie. Ces forces circulent dans le corps le long des 12 méridiens et sont générées ou diminuées par 5 organes principaux, foie, cœur, rate, poumon, rein. Quand les forces sont en harmonie, c'est la santé, et quand l'équilibre est rompu, les maux apparaissent. La médecine traditionnelle chinoise privilégie avant tout la prévention, à commencer par une alimentation saine et une hygiène de tous les jours, respiratoire notamment. Les traitements préventifs et curatifs font appel à plusieurs méthodes. La majeure partie repose sur la pharmacopée, le traitement par les herbes. Il y a l'acupuncture, les massages et aussi la moxibustion. Les Hutong sont indifféremment larges et aérées ou terriblement étroites. Si les cours logeaient autrefois une seule famille de nobles, elles appartiennent à présent à une unité de travail qui répartit les logements entre les membres de son personnel. Bon nombre ne possèdent pas de toilettes, ce qui explique les cabines publiques malodorantes qui jalonnent les Hutong. Les Hutong vont d'est en ouest afin que, selon les principes Feng Shui, art faisant appel à des principes très anciens pour maximiser la circulation de l'énergie universelle, le Qi, la porte principale s'ouvre face au sud. Cette orientation garantit en effet un bon ensoleillement et protège des forces négatives du nord. La plupart des cours bénéficient en outre de la protection de pierres rectangulaires portant les caractères chinois Tai Shan, montagne, destinés à éloigner les mauvais présages. La tour du tambour est un pavillon massif à 3 étages de toiture. Jadis, des roulements de tambour marquaient toutes les tranches de 2 heures. Ça fait haut quand même, hein. Alors là on a une vue, c'est pas très beau parce que le soleil vient pratiquement de face. Et puis c'est pas beau en plus. Sur les Hutong de ce quartier. Alors là on voit bien le lac où j'étais l'autre jour. Au premier plan là, les Hutong qui disparaissent. Un clepsydre de bronze.
c'est le temple qui est juste derrière. On voit le contraste entre les rotondes devant et puis des immeubles très modernes. Elle date du XVIIIe siècle. On raconte que pour être sûr que la fonte de la cloche de bronze réussisse, la fille du fondeur se sacrifia en se jetant dans le métal en fusion afin de servir de catalyseur. On y a accès par la porte de la Concorde. Le temple des lamas est de loin le plus pittoresque de Pékin avec sa magnifique toiture, ses fresques et ses tapisseries étonnantes, son incroyable charpente et ses 2 lions majestueux. Hors du Tibet, c'est le temple bouddhique tibétain le plus renommé. Il fut la résidence officielle du prince Yongzheng des Qing, qui, après être devenu empereur et s'être installé dans la cité interdite, l'offrit aux moines tibétains en 1732. La salle des 4 gardiens célestes contient un Bouddha Maitreya souriant en bois doré. Sur chaque côté, un stupa de 500 Bouddhas chacun. Quant aux 4 gardiens en terre cuite polychrome, ils sont particulièrement expressifs et écrasent allègrement les diables sous leurs pieds. La salle de la Concorde harmonieuse, ou de l'éternelle harmonie, abrite 3 Bouddhas en bronze, le passé, le présent, le futur. Le socle en forme de fleurs de lotus, l'immense salle de la roue de la loi est la plus spectaculaire du monastère. On découvre une énorme statue en bronze avec devant les sièges des moines. À gauche, le trône du Dalai Lama, à droite celui du Panchen Lama. Derrière la statue se trouve le superbe mont des 500 arhats en bronze, or, argent, bois, terre cuite, etc. Le pavillon des 10 000 bonheurs est un édifice à triple toiture datant de 1750. Il fut construit autour d'une statue de Bouddha géante, haute de 26 mètres et de 8 mètres de diamètre, impressionnante, sculptée dans un seul tronc de santal blanc. C'était un cadeau du 7e Dalai Lama à l'empereur Tianlang. Longtemps délabré et mal entretenu, le temple de Confucius constitue un refuge paisible pour échapper au bruit et à la circulation de Pékin. Il est en réfection actuellement. S'il ne mérite sans doute pas un détour à lui seul, on profite de la situation proche du temple des lamas pour le visiter. Planté de cyprès, le parc recèle des centaines de stèles portant le nom des candidats reçus aux examens du système confucéen. Leurs noms sont honorés et respectés comme des dieux. C'est une gare routière cet endroit. Donc voilà la même vue de Changmen. Le parc des minorités ethniques vu de l'extérieur. Si les Han représentent environ 93% de la population, 55 minorités ethniques sont officiellement reconnues en Chine. Les minorités constituent 7% de la population, mais se répartissent sur plus de 50% du territoire contrôlé par la Chine, principalement dans les régions frontalières sensibles. Voilà la deuxième entrée. Le séparatisme des minorités a toujours représenté une menace pour la stabilité de la Chine, en particulier les Ouïghours et les Tibétains qui entretiennent des relations très limitées et souvent explosives avec les Han, considérés comme des occupants au Tibet ou au Xinjiang. Pékin, moderne. Ces régions fournissent au pays la plus grande partie de son bétail et recèlent d'abondantes ressources minières non exploitées. Le maintien de bonnes relations avec les minorités a toujours constitué un problème pour les Han. En attendant l'heure du spectacle.
Le grand mur d'eau, j'ai pas de chance, autrefois ça coulait. Voilà, derrière le parc, on prépare les JO tout au long de cette avenue. C'est ba boom ba ba boom， 大预备，起，哒哒，哎呦，节奏感吧，哒哒哩哒哩，节奏感吧，预备，起，走，大的圆圈，当起啦，大两个蹲，当当当当走，大。手大往后退，大的大吧，哒哩哒啷，大的圈儿，滴答嘟叮哒啦，嘣吧吧嘣，走，嘣吧吧嘣。Alors ça c'est de l'autre côté. J'avais visité la première fois. Le palais d'été est situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Pékin. Envahi par les groupes d'estivants, son parc agrémenté d'un lac, ses temples, pavillons et ses immenses galeries promenades servait de villégiature à la cour impériale qui échappait ainsi à la chaleur étouffante de la cité interdite. À l'origine simple jardin impérial, le site fut considérablement agrandi et embelli par l'empereur Tianlong au XVIIIe siècle. C'est ici que l'impératrice recevait ses ministres. Derrière le trône, le mot « longévité » est écrit sur le miroir de différentes manières. Le site fut ensuite laissé à l'abandon jusqu'à ce que l'impératrice douairière Sissi entreprenne sa rénovation en 1888. Avec des fonds destinés à la construction d'une nouvelle flotte. En 1900, les troupes étrangères, en riposte à la révolte des Boxers, mirent le palais d'été à sac. En 1860, le palais d'été fut dévasté par le corps expéditionnaire franco-anglais. Il subit à nouveau des dépravations lors de la révolte des Boxers, mais moindres comparées à 1860.
Dans le jardin de l'Harmonie vertueuse se trouve un théâtre disposant d'une scène à 3 étages d'une vingtaine de mètres de haut. Sissi se l'offrit pour ses 60 ans. En passant la deuxième porte, on arrive au Palais of the Celebrities Virtues. C'est là qu'elle se reposait pendant les entr'actes de théâtre. Une des portes menait à tous les palais. C'est l'entrée du pavillon de jazz. Alors derrière cette pierre, le palais de la joie et de la longévité. La galerie couverte mesure 728 mètres de long. Elle permettait de relier les édifices principaux, protégés de la pluie et du soleil. Elle est ornée de plus de 14 000 peintures aux thèmes variés, littérature, mythologie, théâtre, animaux, motifs floraux, etc. Lieu de balade et de repos très populaire des familles chinoises. Voilà, il y en a qui jouent aux cartes, qui mangent, qui boivent, enfin, passent du bon temps. Voilà, encore un autre petit pavillon sur le chemin. Le pavillon pour écouter le chant du rossignol est un ancien théâtre devenu aujourd'hui restaurant où l'on peut déguster la cuisine impériale. Alors là, c'est une porte qui donne sur l'embarcadère derrière. Le bateau de marbre, c'est l'impératrice qui fit rajouter les fausses roues à aubes sur ses vestiges de palais et lui donna cette allure d'esquif. Ça, c'est super. C'est là où ils devaient ranger les bateaux. C'est la porte donnant sur le palais des nuages ordonnés. Ça, c'est après la porte, donc pas encore arrivé au palais. Le pavillon des fragrances bouddhiques est haut de 40 mètres. C'est une harmonieuse architecture de forme octogonale avec 4 étages de toiture. Juste derrière se trouve le pavillon de la mer de la parfaite sagesse. Voilà le débarcadère où je suis arrivé et le temple qui en a une très belle vue. All for Embracing the Universe. C'est dans le temple de la pluie. Pour retourner vers l'entrée, il faut passer sur le pont aux 17 arches.
Ça c'est dans le musée. Bouddha avec des pierres précieuses. Une vaisselle un peu archaïque. Super. Au XIe siècle, 771 before Christ. Groupe d'élèves devant le... Voilà, donc dans les jardins. Jay, Laurent, Franck. Et David.